Bonjour à tous. Je suis tout d'abord très ravie d'être ici. Je remercie chaleureusement l'IREMO de m'accueillir pour cette invitation dans le cadre de l'Université populaire. C'est un peu en quelque sorte mon baptême de l'intervention parce que c'est, on va dire, ma première véritable intervention que je fais, on va dire, de manière très juridique. Et je suis doctorante à Paris 2 et membre du CCMO, le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je vous prie donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous livrer une intervention pertinente et intéressante, mais j'espère que vous serez indulgents parce que comme c'est une première intervention, je vais faire de mon mieux. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si je parle trop fort ou trop bas, etc. Trop bas pour l'instant ? Ah. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Comme ça, c'est bon ? Il n'y a pas vous. Comme ça ? C'est bien comme ça ? Vous m'entendez ? Très bien. Donc, je vais commencer directement dans le sujet. La réception du Code civil des Français au Proche-Orient, et j'ai choisi de prendre l'exemple de l'Égypte. De tous les succès qu'a eu le Code civil dans le monde, son succès en Égypte est un des plus anciens, le plus fort assurément, et probablement le plus inattendu. Comment un droit français qui régit une société et une culture très différentes s'est appliqué au cours du XIXe siècle dans un pays qu'est l'Égypte. On a en fait un phénomène de réception et de diffusion de règles juridiques dans un milieu social très différent. L'Égypte et la France, c'est quand même, il y a quand même la Méditerranée qui les sépare. Hein. Donc, je vais d'abord définir un peu les termes de mon sujet. Donc, je vais parler de réception, du Code civil. Qu'est-ce que j'entends par Code civil des Français ? Le Proche-Orient à cette époque et l'Égypte. Et pourquoi j'ai choisi l'Égypte d'ailleurs ? Donc, tout d'abord, la réception juridique. Une réception, comme son nom l'indique, c'est une rencontre entre un droit reçu et un droit recevant. Alors que le droit reçu va exercer son influence en dehors de son aire géographique, donc le droit français va exercer son influence en dehors de la France, en dehors de son territoire, le droit recevant va subir cette influence. J'emploie le mot droit, mais la réception, ça peut s'appliquer à des articles, à des choses très précises, ou à des choses encore plus grandes, une loi, un code. Ou même, on parle, nous, dans notre jargon des juristes comparatistes, de circulation des modèles juridiques. Comment ces modèles circulent dans le monde. Et le trait le plus caractéristique d'une réception, c'est l'adoption totale ou partielle du droit reçu. Est-ce qu'il va être adopté totalement ou partiellement ? Encore que là, il y a quand même une controverse chez les comparatistes, puisque pour certains, il n'y a que des droits reçus partiellement. Ça peut être jamais totalement la même idée dans un autre pays. Vous aurez compris, la réception qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le Code civil des Français. Alors, qu'est-ce que le Code civil des Français ? Le Code dit Napoléon. Le Code civil, c'est un des éléments les plus marquants de notre système juridique. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand on parle de la France, du point de vue juridique, la première chose qu'on va sortir, c'est Code civil, Code Napoléon, le bouquin rouge, à côté des juges. Et il va devenir, ce Code civil, ça fait 200 ans, un code de la culture juridique française. Donc, c'est-à-dire que la France se reconnaît par son Code civil. Et il est vrai que le Code civil peut apparaître comme un héritier de la Révolution française de 1789, qui est considéré par certains historiens comme une révolution des juristes, parce que c'est là qu'on va promettre beaucoup de lois, on va assurer une égalité des droits et tout ça, etc. Et le Code civil va reprendre les ambitions égalitaires et unificatrices de la Révolution en soumettant tous les Français à une loi unique dans toute la nation. Et le Code civil, en fait, il va traduire en acte la triade révolutionnaire, une nation, un État, une loi. La loi, c'est le Code civil. Mais j'aimerais quand même nuancer un peu ce propos, parce que l'écriture, en fait, d'une loi unifiée dans toute la France, c'est un vieux rêve.
Un vieux rêve que les rois français vont essayer de le faire. Mais ils vont tous échouer malheureusement. Et je peux citer par exemple en 1665, Louis XIV avait déjà nommé une commission de codification parce qu'il y avait trop de lois différentes entre chaque région. Ça devenait un peu insupportable. Mais donc le Code civil qui va arriver en 1804 va avoir un rôle déterminant dans la constitution de la nation. Mais selon moi, et après on pourra débattre, on est là pour ça je pense aussi, elle est moins une conséquence de la Révolution que de l'arrivée de Napoléon. Parce que Napoléon, en fait, il va faire de ce projet de codification son champ de bataille. Il veut mettre un terme aux perturbations qui ont résulté de la Révolution. Et il veut rétablir un système autoritaire de contrôle social. Pour Napoléon, le Code civil, il doit fournir une paix civile à la France qui passe par l'organisation structurée de la famille. On a le père de famille qui va contrôler la famille à l'image de l'empereur qui contrôle l'État, et par une liberté donnée aux propriétaires. Liberté qui répond aux aspirations d'une partie des Français, pour ne pas dire la bourgeoisie. Et si le Code civil se fait l'écho de la Déclaration des droits de l'homme, en ce qui concerne l'égalité des droits et la consécration de la propriété privée individuelle, en matière familiale, il va quand même à contre-courant de certaines tendances révolutionnaires concernant par exemple l'autorité du mari sur la femme. Le fait que la femme célibataire soit frappée d'une incapacité, comme les mineurs ou les fous. Et bon, je vais passer vite fait. Ce qui est marquant dans le Code civil, c'est que le Code civil français est fascinant. Non pas parce qu'il est français, cocorico, je suis fière également, mais parce qu'il a une extraordinaire, mais vraiment, aventure dans le monde. Et je cite Napoléon, à Sainte-Hélène. « Ma vraie gloire, n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. » Voilà. Donc pour vous dire un peu ce que Napoléon pensait de ce code. Et c'est vrai que le Code civil va largement conquérir le monde. Que ça soit de manière imposée, parce qu'il faut le dire que Napoléon a quand même pas mal imposé de choses aux États européens aux alentours, ou de manière voulue. Le Code civil, le modèle français de codification, en fait, va plaire. Parce que sa manière, l'énoncé des règles générales et abstraites, le fait que la structure soit logique et rigoureuse et en même temps vaste, va rendre facile son exportation dans le monde. Et il va être exporté non seulement en Europe, mais également à l'Orient. Et c'est comme ça que je vais passer au Proche-Orient. Enfin. Donc, les pays du Proche-Orient, je ne pense pas vous faire... c'est pas une vérité que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas un nouveau phénomène. Ils font partie ils font partie au XIXe siècle de l'Empire ottoman. Cet empire, vaste, comme vous le savez, va être au contact immédiat de pays européens. En effet, il y a beaucoup d'Européens qui vont venir s'installer dans l'Empire ottoman. Et du coup, des structures juridiques vont être mises en place pour régir ces relations des Européens qui sont dans l'Empire ottoman. Et on appelle cela les capitulations. Je pense qu'un mot doit être un peu dit sur les capitulations pour rappeler un peu à tout le monde. C'est un ensemble de dispositions juridiques qui va régler le séjour des Européens, dont par exemple des Français. Voilà. Et la finalité de ces accords capitulaires, donc entre un État capitulaire, la France, et l'Empire ottoman, c'est de protéger le bénéficiaire, donc au niveau, par exemple, excusez-moi, je me suis perdue un petit peu, et voilà, au niveau des juridiques, des fiscales et religieux. En fait, ce système accordait aux étrangers, quand je dis étrangers, c'est-à-dire c'est toujours européen par rapport à l'Empire ottoman, puisque tout ce qui n'est pas ottoman était étranger. Ce système accorde aux étrangers une double unité juridictionnelle et législative. Juridictionnelle car les litiges concernant les étrangers relevaient de la compétence du tribunal consulaire, des tribunaux consulaires, donc les tribunaux, par exemple, français, le tribunal français dans l'Empire ottoman. Et législative parce que les tribunaux consulaires appliquaient leurs lois nationales, donc par exemple la loi française. Et donc je vais revenir sur ces deux privilèges parce qu'ils vont beaucoup importer sur
comment le code civil va arriver au fur et à mesure en Égypte. Et c'est vrai qu'on peut se dire que les accords capitulaires, ils montrent quand même une certaine tolérance de l'Empire ottoman et des pays orientaux qu'il compose. Parce que, après tout, le droit de rendre la justice, c'est un attribut essentiel de la souveraineté nationale, territoriale, pardon. Et dans l'Empire ottoman, il va y avoir tout un mouvement, en fait, justement, pour essayer de mettre en balance un peu ces capitulations, qui étaient très protectrices des étrangers. Et en fait, ce mouvement est connu sous le nom des Tanzimat, qui va avoir lieu entre le 1808 et 1876, sous les règnes de Mahmoud II et de Abdulmejid Ier. Et en fait, ce mouvement va vouloir unifier le droit et la justice à l'ensemble des citoyens dans l'Empire ottoman. Mais en fait, cette réforme, malheureusement, va étrangement avoir pour conséquence un renouveau du droit capitulaire et étendre son champ d'application. Et ce qui est drôle, c'est que à partir de 1850, l'Empire ottoman va emprunter diverses reprises de codes occidentaux. À l'époque, quel est le code phare? Je vous le donne en mille, c'est le code civil français. Donc, alors ce qui est bizarre, c'est qu'il ne va pas prendre le code civil, il va s'inspirer plutôt du code pénal, du code commercial et du code de commerce maritime. Et ça, c'est très intéressant parce que, vous allez le comprendre plus tard, c'est qu'au niveau civil, en France, on a tout ce qui est statut personnel, les biens, les obligations. C'est un peu les grandes catégories. Sauf que tout ce qui est statut personnel, ça relève dans le département de lois religieuses. Donc si on est chrétien, si on est musulman, à l'intérieur, je passe les différentes catégories dans chacune, mais voilà. Et ces codes vont être juxtaposés ce qu'on appelle en droit musulman. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Désolée, mon introduction est assez longue, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de poser quelques bases. Droit musulman est une notion très maladroite. Parce que la caractéristique du monde musulman, c'est pas qu'il promeut une loi religieuse. En fait, la loi, elle est l'œuvre des oulémas et pas des gouvernants. Les oulémas, ce sont des savants qui vont étudier les textes sources. Et ce qu'on appelle droit musulman, en fait, c'est des doctrines juridiques, mazahib, est-ce qu'il y a des arabophones, qui, en fait, forment le fiqh. C'est ça le droit qu'on parle. Et voilà. Et alors, un dernier point qui est assez important à retenir, c'est que pendant les Tanzimat, l'Empire ottoman va vouloir codifier le pan civil, le pan des obligations, des droits réels et du droit judiciaire, sous donc ce fiqh, donc ce droit musulman, dans une codification appelée Majalat al-Ahkam al-Adliya, le Medjelé, il y a quelques connaisseurs. Mais ce Medjelé ne sera jamais appliqué en Égypte. C'est à retenir. C'est pour ça que le Code civil, c'est une des raisons pour ça que le Code civil va prendre sa place en Égypte. Et j'en viens à l'Égypte, justement. L'Égypte, Misr ad-Dunya, comme se plaisent à dire certains Égyptiens, l'Égypte est la mère du monde. Alors pourquoi j'ai choisi l'Égypte? J'ai choisi l'Égypte parce que, après tout, vous pouvez me dire, le Code civil français s'étend bien au-delà de l'Égypte. Il y a la Syrie, il y a le Liban, et j'en passe. Mais l'Égypte, en fait, c'est que au moment où il y a eu la réception du Code civil des Français au XIXe siècle, le climat est déjà favorable à l'accueil de cette codification. Ça ne vient pas comme ça d'un coup, hop, allez, on met ça. Non, c'est qu'il y a vraiment un climat favorable. Et c'est ce que je vais d'abord expliquer avant de parler des réformes qui vont vraiment établir ce code. En Égypte, ce qui est intéressant, c'est que on a des circonstances particulières qui tiennent du fait que, d'une part, il y a une autonomie assez conséquente par rapport au reste des pays de l'Empire ottoman, et d'autre part, c'est que le système des capitulations a un peu dégénéré en Égypte, qui rend un peu le système judiciaire déplorable. Je vais expliquer ces deux points. Est-ce que ça va? J'espère que je ne suis pas trop rapide, je sais que j'ai tendance à parler rapidement, j'essaie de me freiner. Très bien. Tout d'abord, l'autonomie administrative de l'Égypte. À partir, grâce à Mohamed Ali, quelqu'un si vous connaissez, un des gouvernants d'Égypte et ses successeurs,
l'Égypte va accueillir une autonomie administrative, progressive. Et à partir de 1867, Ismail Pacha va obtenir le titre de Khedive, K-H-E-D-I-V-E, qui vient du persan et qui veut dire vice-roi ou seigneur. Et ce titre, en fait, il va permettre à ce que l'Égypte dispose d'une certaine autonomie législative. Et là, c'est important, autonomie législative. Et donc, du coup, les Khedives, ils vont vouloir, tout en maintenant cette autonomie, ils vont vouloir, en fait, concilier les puissances européennes qui étaient présentes dans la vallée du Nil. Et il y en avait quand même pas mal, surtout des Français, des Italiens. On pense à Dalida, qui était d'origine italienne. Enfin, je rigole, c'est de vous réveiller. Et, de me réveiller également. Et donc, les Khedives vont vouloir maintenir et étendre cette autonomie, tout en conciliant les puissances européennes présentes dans la vallée du Nil. Et c'est pourquoi ils vont laisser le système des capitulations expliqué, que j'expliquais auparavant, au maximum, démesurément. Et donc, je vais expliquer en fait un peu comment ça se passait. C'est que, à la base, normalement, les capitulations, donc le privilège de juridiction, par exemple, ce privilège s'applique différemment selon qu'un litige se passe entre étrangers de même nationalité, entre étrangers de nationalités différentes et entre étrangers et égyptiens. Dans le premier cas, normalement, si tout se passait bien, si ça ne dégénérait pas, le litige entre étrangers de même nationalité était réglé par les tribunaux, les consuls, donc les tribunaux consulaires, ce qu'on appelle ça, tribunaux consulaires, c'est un peu la même chose, suivant leur loi nationale, ce qui est un peu logique. Si deux Français se disputent, on va aller voir le consul français en Égypte, Alexandrie, au Caire, et on va régler selon la loi française. Pour ce qui est des étrangers de nationalités différentes, c'est-à-dire un Français et un Anglais, le litige, en fait, il était permis aux parties deux options, soit de se pourvoir devant leur ambassade par application d'un adage qui dit que nul ne peut être condamné que par le tribunal de sa nationalité, donc soit on va à l'ambassade française, soit à l'ambassade anglaise, soit devant la juridiction locale, donc égyptienne. Et troisièmement, pour ce qui est des litiges entre étrangers et égyptiens, je dis égyptiens, mais à l'époque on disait indigène, mais bon, c'est vrai que ce mot est un peu controversé, donc je préfère dire égyptien, comme ça on sait où on va. Et donc le litige entre étrangers et égyptiens, c'était seulement la compétence de la juridiction locale. La Sublime Porte, donc l'Empire ottoman, a toujours été très ferme à ce point pour que le litige soit réglé devant la juridiction locale. Mais il y avait une seule obligation qui était imposée, c'est que il fallait avoir un interprète du consulat. Ah oui, on ne parle pas tous arabe. Et l'interprète est désigné à cette époque sous le nom de drogman. Alors c'est assez rigolo, c'est pas du tout un anglicisme. Ça veut dire en fait, ça vient de l'arabe turjuman, ça veut dire interprète. Et l'Égypte en fait, ça va être assez compliqué parce que en fait, toutes ces règles-là vont pas du tout s'appliquer. Déjà, les tribunaux consulaires vont s'arroger une compétence très poussée, c'est-à-dire que ils vont non seulement intervenir et appliquer leur loi nationale, non seulement entre les étrangers de nationalités, non seulement dans un litige entre étrangers de nationalités différentes, mais même dans un litige entre étrangers et égyptiens. Et même dans un cas où c'est un Européen qui est auteur d'une infraction et que l'Égyptien est victime. Et donc, ça va finir par absorber va annihiler toute la compétence. Deuxièmement aussi, c'est que beaucoup d'étrangers ne vont pas respecter l'obligation du drogman. Et ce qu'il va faire, c'est que les Égyptiens, pour l'obtenir, ils vont se rendre chez le consul. Et à ce moment-là, ils vont exposer leur affaire. Et ça va être fait ça va s'étendre à tout, ça va vraiment étendre toutes les compétences. Et donc tout cela en fait a porté préjudice au système judiciaire, puisque plus personne en fait pouvait être jugé que par le tribunal de sa nationalité.
Et donc, en Égypte, il y avait des tribunaux égyptiens, mais des 17 juridictions consulaires qui rendaient la justice en Égypte. On peut imaginer quand même que c'est un sacré... voilà, c'est assez compliqué. Hein. Et c'est pour ça que les khedives vont décider de faire une réforme. La réforme, cette réforme va se passer en 2 temps. D'abord en 1875, puis en 1883. Et c'est avec ces 2 réformes que le Code civil français va être introduit, même s'il est déjà introduit plus ou moins, puisque les tribunaux consulaires rendaient, s'il y avait un litige par exemple entre Égyptiens et Français, puisqu'ils ont arrogé leurs compétences, ils rendaient la loi selon la loi française. Donc voilà. Mes 2 réformes, donc la réforme judiciaire et législative de 1875 et la deuxième réforme, qui est une extension en fait de la première. Je vais revenir dessus. Hop. J'espère que ça va. Il y a pas. Je pense qu'on posera des questions plus tard. Il n'y a pas de souci, on pourra revenir dessus. Donc, face à la situation d'anarchie où était arrivée l'Égypte, on prend là, les 17 juridictions consulaires à côté des juridictions locales. Donc, il y a une réforme qui va être conçue, et encore là, un peu comme ce qui s'est passé pour les Tanzimat, dans un retour à l'unité de la loi et à la juridiction. Hein, on veut que ça soit quand même un peu plus uniforme, parce que c'est quand même pas facile. Et une réforme judiciaire va être proposée par Noubar Pacha. Alors cette réforme est très drôle, c'est qu'elle va être négociée au niveau international. Parce que les puissances européennes sont un peu réticentes à vouloir cette réforme. Et même les Ottomans. Donc des 2 côtés, ça ne voulait pas. Mais les gouvernements égyptiens, lui, la voulaient. Et donc, à la suite de protestations et de négociations, il y a une convention internationale qui est signée en 1875 entre les États capitulaires et les Ottomans. Et les autorités égyptiennes, excusez-moi. Et donc, le règlement du 28 décembre... ah non, je ne peux pas. Oui, merci beaucoup. Voilà. Le règlement d'organisation judiciaire du 28 décembre 1875 va mettre en place un système de tribunaux mixtes. Alors pourquoi je vous parle des tribunaux et pas de codes ? Parce qu'en fait, les puissances européennes ne vont accepter la réforme des tribunaux que parce qu'ils savent qu'avec ces tribunaux, il y aura des codes européens qui seront appliqués. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les puissances européennes ont dit d'accord, on vous laisse réformer les tribunaux, mais on veut que les tribunaux appliquent des codes d'inspiration européenne. Et donc, à l'époque, l'inspiration européenne qu'il y avait, c'était le Code civil français. Alors, du coup, ces tribunaux, donc en arabe, ça s'appelle les tribunaux dits mixtes. En arabe, on appelle ça mahakem mukhtalata. Ces tribunaux sont composés de magistrats européens, principalement français et italiens. On comprend pourquoi, parce que s'il faut appliquer le code inspiré très fortement du droit civil français, c'est normal qu'on soit français, et italien parce que l'Italie a également reçu du droit français. Et égyptien. Je vous donne un exemple, par exemple, donc des juges européens et égyptiens, excusez-moi. Et je vous donne un exemple, par exemple, dans un tribunal de première instance, c'est un tribunal pour les petites affaires, on va dire, enfin les tribunaux avant la cour d'appel, si vous voulez. Il y avait 7 juges, dont 4 étrangers et 3 égyptiens. Les juges européens sont en majorité dans ces tribunaux, quand même. Et ces tribunaux, ils ont compétence pour trancher les litiges opposant égyptiens et étrangers ou étrangers de nationalités différentes. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que même le gouvernement et les administrations sont justiciables de ces tribunaux en cas de procès avec des étrangers. Donc ça va quand même assez loin. Et ces tribunaux connaissent tout type de litiges dans le domaine civil et commercial, et sauf par exemple le statut personnel. On revient à ce fameux statut personnel qui est écarté. Et je vais revenir plus tard pour vous expliquer un peu la nuance que j'apporte à la réception du Code civil.
Euh, donc, comme je disais, cette réforme en fait, judiciaire est accompagnée d'une réforme législative. Pour renoncer aux capitulations, comme je vous l'ai dit, les puissances européennes, elles veulent que les tribunaux appliquent des codes, des règles codifiées et inspirées du droit occidental. Et les rédives vont choisir pour dresser ces projets de code, un juriste français, un avocat du barreau d'Alexandrie, qui s'appelle Jacques-Hippolyte Monoury. C'est lui, en fait, qui est secrétaire de la commission internationale chargée d'étudier les projets du gouvernement égyptien. Et il va proposer des codes, donc des nouveaux codes inspirés largement du code Napoléon. 6 codes mixtes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le code civil mixte, du coup. Ils vont être promulgués en juin 1875. Et le code civil mixte, qui s'appelle en arabe Qanun al-Madani al-Mortalat, il va reprendre des pans entiers du code civil français. Il va condenser en quelque sorte le code civil français. Et il n'y a pas vraiment du coup d'opposition, puisque comme il n'y a pas de code, de règles, on va dire, pour le droit civil. Il y avait des règles, bien sûr, mais c'était pas comme il n'y avait pas d'application du Medjeli en Égypte, comme je vous l'expliquais. Et donc du coup, et comme je vous ai dit, comme les Égyptiens se rendaient au consul parce qu'ils n'arrivaient pas à faire valoir leurs droits, donc du coup, ils avaient déjà un peu la loi française, ils connaissaient déjà un peu la loi française du fait de cette démarche. Et donc on peut voir que le code civil mixte s'inspire beaucoup du code français. J'ai pris quelques exemples. Alors ça, c'est pour vous montrer que tout ce qui est relatif au statut personnel, donc c'est-à-dire l'État, la capacité, les personnes, le régime matrimonial, la succession, etc., ils sont écartés de ce code. Et je reviendrai plus tard pour expliquer pourquoi c'est ce qui a facilité un peu l'implantation du code. Donc par exemple, à l'article 10 du code mixte, que vous pouvez retrouver sur Gallica, il y a toute la réforme et les codes qui sont sur Gallica. On a donc cet article et qui est le même, qui est copié de l'article 3 du code civil français. Pareil pour cet article, j'en ai choisi quelques-uns, parce que sinon je pourrais passer l'après-midi, la soirée et le lendemain, on en serait toujours. Donc cet article-là, pareil, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas s'il y a des juristes ici, mais la structure, en fait, ressemble beaucoup au Code civil français. On a des titres vastes, une sorte d'entonnoir, en fait. On a les biens, chapitre 1er. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu comme ce que fait le Code civil. Voilà, un deuxième qui est important, puisqu'il reprend un peu, c'est un héritage de la Révolution. La liberté de la propriété. Enfin, la propriété est un droit très important pour la Révolution. Voilà. Hop. Mais le code, il va également, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le code est vraiment copié-collé du Code civil français parce qu'il va s'inspirer d'autres droits. Et il va même mettre des dispositions du fiqh pour des notions qui ne sont pas connues du droit français. Comme par exemple le waqf, tout en bas, si on le voit. Le waqf, c'est une notion du fiqh qui est une donation en fait, qui est une sorte de donation que le droit français ne connaît pas. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est un peu mixte le code, mais mixte plus du côté français, on va dire. Et alors, du coup, j'essaie de reprendre un petit peu ce que j'ai dit. Donc, on a des conditions favorables à l'implantation d'un code civil français parce que les capitulations dégénèrent, parce qu'il y a une volonté du gouvernement égyptien de le faire, et parce qu'on veut essayer d'avoir une sorte de cohérence dans les lois. Et cette réforme, en fait, va tellement plaire au gouvernement égyptien qu'ils vont décider de l'étendre aux nationaux, c'est-à-dire aux Égyptiens. C'est-à-dire que non seulement c'est plus entre étrangers et nationaux et égyptiens, mais ça va être étendu aux Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire que
il va y avoir vraiment une rupture des institutions et du droit dans lequel étaient bercés les Égyptiens. Enfin, rupture, on peut en débattre. Et ce qui est très drôle, c'est que la généralisation va se passer en 1883. Donc il va y avoir un nouveau décret qui va arriver pour étendre, du coup, pour refaire en fait des nouveaux codes, mais seulement appliqués aux nationaux, aux Égyptiens. Et cela va se passer en 1883, c'est-à-dire un an après l'arrivée des Britanniques. Et donc, sur le modèle des tribunaux mixtes, mais sans le contrôle international, puisque les puissances européennes, s'ils veulent adopter des codes civils pour les Égyptiens, qu'ils le fassent, mais ce n'est pas notre problème. Et donc, les puissances européennes, donc ces tribunaux nationaux vont appliquer, comme pour les tribunaux mixtes, des codes nationaux. On appelle ça les Al-Qanoun al-Madani, enfin en ce qui concerne le code civil national, Al-Qanoun al-Madani al-Ahli, donc un code civil pour les gens d'Égypte. Et ce code va être travaillé avec une équipe de juristes, des juristes français, bien entendu, italiens et égyptiens. Donc un peu les 3 juristes qu'il y avait dans les tribunaux déjà mixtes. Et en fait, ce code est considéré, le code civil national, est considéré par beaucoup comme une copie qui a été mal formée, enfin pardon, excusez-moi, est considéré comme mal copié sur le code civil dit mixte. Bon, c'est un débat entre les juristes, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus adapté. Ils reprennent des formules comme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire qu'il y a des formules qui sont reprises. On dirait qu'ils essaient de concilier un peu pour les Égyptiens, mais en vrai dire, c'est pas vraiment ça. Et ce qui va se passer, c'est que les juges égyptiens, du coup, puisque c'est des juges nationaux, donc des juges égyptiens qui vont siéger, qui vont appliquer ce code civil national, et ben ils vont s'inspirer de la doctrine et de la jurisprudence française. C'est normal, puisque c'est un code majoritaire inspiré du code civil. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils vont non seulement accepter des concepts anciens de 1804, je sais pas, la propriété par exemple, mais ils vont accepter des concepts nouveaux qui ont été forgés par la doctrine française 90 ans plus tard après l'apparition du Code civil, comme par exemple la responsabilité du fait des choses inanimées, qui était inconnue du Code de 1804, mais parce que la jurisprudence et la doctrine française vont le découvrir, et ben eux ils se sont dit on va s'inspirer de ce qu'a fait, puisqu'on a déjà un modèle, autant s'en inspirer. Et par exemple, pour vous montrer à quel point en fait le code civil national, inspiré du code mixte, lui-même inspiré du code civil, est vraiment en fait le code civil français, c'est-à-dire que en fait, il va être d'abord écrit en français, puis être traduit en arabe. Donc on n'a même pas vu ça même en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas des codes qui sont traduits en français, puis faits en français, puis traduits, je sais pas moi, en espagnol, en italien. Là, ils sont vraiment, c'est-à-dire pensés en français et traduits en arabe. Et c'est là que le langage juridique, on va dire arabe occidental, est apparu, parce qu'on ne connaissait pas ces notions en arabe avant. C'était que des notions de fiqh, très différentes, pas du tout la même technique de pensée. Et donc, je vous cite un arrêt que j'ai trouvé à la Cour d'appel d'Alexandrie, du 21 décembre 1898. Il est dit « Bien que la langue arabe soit indiscutablement la langue officielle du gouvernement égyptien, rien ne s'oppose cependant à ce que le gouvernement exprime sa volonté en un texte de langue européenne. Aussi, lorsque le texte arabe n'est qu'une traduction du texte original européen, c'est en cas de divergence entre les deux textes au texte européen qu'il faut se référer. » Donc,
c'est puissant quand même. Donc on a des juges égyptiens qui vont appliquer un code civil, on va dire national, ils appellent ça national, donc égyptien, mais directement inspiré du code français. Et ils disent en cas de divergence, et c'est normal, puisque s'il a été pensé en français, on revient au français. Voilà. Et donc, par l'introduction des codes mixtes et des codes nationaux, le droit français il va devenir une source première de la législation en Égypte. Et on peut dire que pendant un demi-siècle, l'un des pays où le rayonnement du Code Napoléon s'est manifesté, dans toute son ampleur, c'est en Égypte. C'est vraiment en Égypte. Mais cette réception est quand même à nuancer. Tout d'abord, alors attendez, je vais prendre un peu de temps parce que c'est vrai que je pense que je suis assez rapide. Un peu se désaltérer. Donc, la réception donc est à nuancer. Déjà, il faut voir que la réception du Code civil en Égypte ne plaît pas du tout aux Britanniques. Ils arrivent en 1883, ils voient que déjà les Français règnent partout, mais qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu! Et donc, on a des écrits de Lord Cromer, qui est un agent britannique qui va devenir le consul général de Grande-Bretagne en Égypte, de 1883 à 1907, qui va dans ses mémoires dire qu'il regrette que les Britanniques n'aient pas été en mesure de mettre en œuvre une alternative sous la forme d'un code véritablement égyptien. Oui. Adapté aux circonstances de l'Égypte et aux besoins de l'Égypte. Pour lui, les tribunaux mixtes et leurs codes, et leurs codes mixtes, etc., les codes français, étaient trop européens pour le pays. Il dit il reprend les critiques qui ont été faites. Le code mixte n'est qu'une copie du code civil inadapté à la réalité de l'Égypte. Et qui plus est adapté par des juges presque tous ignorants des us et coutumes égyptiennes. Le peuple égyptien, de son côté, c'est toujours Lord Cromer qui parle, ignore tout du droit qui lui était appliqué. Situation qui était gravement préjudicielle pour les Égyptiens. Merci Lord Cromer de se préoccuper des Égyptiens. Et c'est vrai que les Britanniques sont frustrés de ne pas pouvoir imposer leurs droits, leur common law, comme on dit, en Égypte. Ils vont échouer en Égypte, mais ils vont réussir au Soudan et en Inde. Mais en Égypte, c'était trop tard. Le code français avait déjà pris toute... c'était déjà bien imprégné de la société. En tout cas, des juges qui le rendaient. Et en fait, je pense que la réception du Code civil français, c'est plutôt un résultat de la convergence entre, d'une part, l'importante et influente communauté de technocrates français qui vont être amenés à régir la vie juridique. On a quand même des avocats, Monoury, et il y en a plein d'autres au barreau d'Alexandrie. Il y a une communauté quand même qui est assez présente. Et deuxièmement, c'est que les dirigeants égyptiens vont être très réceptifs de l'expertise française. Et en fait, il va y avoir, bien avant la promulgation du Code civil mixte, 1815, je le rappelle, un processus de transformation des élites du droit français, des élites égyptiens, des élites du droit en Égypte. Dès 1820, Mehmet Ali envoie des missions d'étudiants qui vont venir en France voir le système juridique français. Je vous le rappelle, le Code civil français, c'était quelque chose à cette époque. Il faut imaginer, c'était vraiment un grand boom. Donc forcément, qu'est-ce que se dit les gouvernements égyptiens? Eh ben, je vais envoyer des étudiants étudier le droit, parce qu'il a l'air si extraordinaire que ça. On en entend parler partout.
Et donc, les contacts permanents de l'Égypte et de la France, les contacts avec le droit français sous le régime des capitulations, et le fait que les codes étaient appliqués, civils et nationaux, devant des tribunaux et des juges en majorité européens, puis des juges égyptiens, ont vraiment joué en faveur de cette réception. C'est-à-dire que ce n'est pas des règles juridiques qui vont arriver comme ça, atterrir, paf, on les applique. Il y a quand même tout un climat qui va favoriser l'émergence de ces règles. Et comme je vous le dis, comme il n'y a pas le Medjele, le fameux recueil de fiqh hanafite, je reviendrai plus tard pour des questions, le fiqh, on va dire, le fameux recueil de fiqh ottoman en Égypte, ça ne pose pas de problème. Et ça pose encore moins de problèmes puisque le Code civil français a été reçu partiellement. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le statut personnel, qui est une matière sensible, le mariage, les successions, on peut le voir, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu ou a des problèmes en ce qui concerne. On sait que c'est un droit sensible, l'état, la capacité, la nationalité. Tout cela, en fait, va pas du tout être, c'est-à-dire qu'ils vont laisser ça de côté. Et c'est un peu normal parce que si, pour des raisons de compatibilité, par exemple, on peut comprendre, c'est-à-dire que la conception familiale du Code civil de 1804 est très loin du fiqh en Égypte. Je vous donne un exemple, par exemple. La femme mariée sous le Code civil français, elle ne peut disposer de ses biens que par autorisation expresse de son mari. Dans le fiqh, la femme mariée a une liberté de disposer de ses biens et de son argent. Le mari n'a pas demandé. Et donc, je pense que le fait que le statut personnel n'ait été laissé de côté a favorisé l'implantation du Code civil. Parce que sinon, il y aurait eu, je pense, plus de crises. J'en viens... J'ai bientôt fini. Je sais pas, j'étais peut-être un peu rapide, mais on verra. Donc, tout ça pour vous dire que la mise en place des tribunaux mixtes et nationaux, mixte 1875, national, donc égyptien 1883, et l'application des codes mixtes et nationaux pendant 75 ans, c'est quand même c'est pas mal, hein, presque un siècle, au contact bien sûr de l'expérience française, puisqu'il y a beaucoup de juristes français qui vont circuler, fait de l'Égypte le pays, je le redis, mais c'est l'un des pays où le rayonnement du Code Napoléon s'est manifesté dans toute son ampleur. Et ces raisons expliquent pourquoi en fait l'Égypte, j'ai choisi l'Égypte, est un exemple assez singulier de la réception du droit civil français. Parce que quand on compare par exemple à la Syrie, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et si le code égyptien de 1948, cette fois, le code actuellement, puisque bien sûr ces codes ont été abolis, mais le code égyptien actuel a voulu faire une refonte pour se séparer un peu de cet héritage français. Mais il n'a pas vraiment réussi, parce qu'il reste fidèle dans sa structure et dans les concepts de la technique, dans les concepts fondamentaux de la technique juridique française. Et même son rédacteur, qui essaye de dire bon, je vais prendre des doctrines de juridique musulmane, je vais essayer de les incorporer. Mais son rédacteur, Abdelrazak Senhouri, il a fait partie des étudiants envoyés à Lyon, en France, pour étudier le système juridique français. Donc forcément, il est influencé. Et c'est pour ça que le droit égyptien est en quelque sorte classé dans une sous-catégorie de la grande famille de droit française. Et l'héritage français est toujours présent. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Je suppose qu'il y a plein de... Merci pour ces explications. J'ai une question concernant le Medjele. Les Ottomans sont en Égypte depuis 1520 et quelque chose. Comment se fait-il que Medjele, ottoman sunnite, n'est pas appliqué en Égypte?
à cette date-là? Alors, malheureusement, je ne suis pas historienne de formation, mais je vais essayer quand même d'apporter une réponse. Après, je pense qu'il faudra quand même la vérifier. Mais c'est-à-dire que le Medjele va s'appliquer, il va être créé. Attendez que je retrouve mes notes. Voilà. Il va être codifié entre 1868 et 1876. Et comme je vous l'ai dit, à cette époque, à partir de 1867, en Égypte, il y a le titre de Khedive, autonomie législative. Donc, vous faites ce que vous voulez dans l'Empire ottoman, mais nous, les Khedives, on fait notre propre loi. Et c'est pour ça qu'il ne va pas s'appliquer. Et ce que j'explique, c'est que ce qu'on appelle le droit musulman, à l'époque, c'est qu'en fait, c'est plusieurs doctrines, c'est pas du tout unifié. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un problème avec, je ne sais pas moi, avec un contrat, par exemple, entre deux marchands, eh ben, il y en a qui va voir un juge hanafite, il n'est pas content, il va voir le juge malikite, il n'est pas content, il va voir le juge shafi'ite, et du coup, il n'y a pas vraiment d'attachement, on va dire. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles uniques. C'est-à-dire, donc du coup, c'est pour ça que je pense que le Code civil français a pu s'installer assez facilement. C'est parce que ça variait beaucoup. Il n'y avait pas vraiment un droit unique pour tout le monde. Merci beaucoup, madame. J'ai des petites questions concernant le statut personnel. Le statut personnel, finalement, n'est pas régi par le Code civil parce qu'il relève des autorités religieuses, parce qu'il ne faut pas oublier quand même les Coptes qui sont chrétiens. Donc, et là, le Code civil vraiment a pu mordre un petit peu sur le statut personnel concernant le mariage, le divorce et l'héritage. Ah non, justement, je disais, je vais vous montrer, c'est l'article 4. Voilà. Les questions relatives à l'État et à la capacité, bon, je passe, restent de la compétence du juge du statut personnel. Et deuxième question, est-ce que sous Nasser, à partir de 1954, il y a eu une révision de ce code civil renforcé ou bien nettoyé? Non, je ne savais pas, non. Alors, à partir de Nasser, alors je sais que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Abdelrazak Sanhouri, donc le législateur, c'est un peu le Napoléon du Moyen-Orient, on va dire. Parce que son nouveau code civil qu'il va faire en 1949, il va s'étendre vraiment à tous les pays. Presque, ils vont presque tous l'adopter plus ou moins en changeant, mais il va avoir une grande influence. Et je sais que il y a certaines critiques qui disaient qu'il n'était pas assez musulman, ce code. Trop inspiré de l'État français, notamment à travers l'histoire qu'on a vue. Et c'est vrai qu'il ne va pas être modifié, mais la Constitution va être modifiée. Et il y a un article 2 dans la Constitution égyptienne qui dit que, je ne l'ai plus en tête, hein, mais en gros, il dit que la charia est une source. Ouais. Et donc voilà. Et donc en fait, il y a un regain. Mais c'est vrai que par contre, le statut personnel, c'est sûr que c'est régi, chaque communauté a son statut personnel. Et c'est encore le cas. En Égypte, les Coptes, ils gardent leur statut personnel. Oui, c'est régi par les Juifs aussi. Les Juifs. Et ça se passe également, c'est la même chose en Syrie, au Liban. Le statut personnel dans cette région-là, il faut comprendre, c'est vraiment une affaire de religion. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre, parce que c'est compliqué de le comprendre autrement, je pense. Je m'éloigne un tout petit peu de l'Égypte et je termine. Mustafa Kemal Atatürk, est-ce qu'il a renforcé le code dans ce qu'il était avant l'Empire ottoman, dans la nouvelle Turquie? Non, vous ne savez pas. Vous parlez du coup du Medjele? Oui, non, de Mustafa Kemal. Oui, Kemal Atatürk, lui, il a aboli le Medjele. Tout ce qui était ottoman, il l'a aboli. Et lui, il était vraiment il s'est beaucoup inspiré du code civil français. Mais comme il y a eu d'autres codes en Europe, donc il y a eu le code allemand, le BGB, le code civil italien, le code belge, ils se sont inspirés un peu de tout. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que comme le code civil français est apparu bien avant tous ces codes européens, en fait, il y a comme une continuité un petit peu. C'est-à-dire que
le modèle, c'est le Code civil français. Après, il y a eu un deuxième, les prototypes, plusieurs prototypes. Et c'est compliqué de savoir de qui se sont inspirés. Mais c'est vrai que c'est le modèle juridique français, en fait, qui est la référence. Mais c'est vrai. Et c'est jusqu'à maintenant. On regarde les articles, on regarde les structures. C'est flagrant. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. Je pense que le droit islamique en Iran est très différent du droit islamique en Égypte. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne le connais pas, mais je pense que c'est un droit qui a été créé au XIe siècle, bien avant les autres pays. Je ne sais pas si vous avez des connaissances dans ce sujet. Je veux dire que le droit islamique n'est pas uniforme. Bien sûr, mais c'est ce que je disais, j'expliquais, c'est que ce qu'on appelle par droit musulman, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de mot équivalent en français. Le madhahib, le fiqh, c'est impossible à traduire, c'est très compliqué. C'est des doctrines juridiques. Et c'est pour ça que hier, j'étais à une sorte de séminaire de géopolitique. Et ce qui a été un drame, en fait, au Moyen-Orient, c'est de fait de dire il y a un État, il y a un droit. Il n'y avait pas ça, en fait. Le Moyen-Orient n'a jamais pensé comme ça. Pour lui, il y a plusieurs droits. Et je pioche là où je pense, où ça ira le mieux pour moi. Si je veux avoir tel truc, je vais chez les Malékites. Si je veux avoir tel truc... Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, le droit musulman n'est pas du tout uniforme. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup du mal à le comprendre dans notre conception occidentale, française, comment ça peut fonctionner. Et je pense que la deuxième, c'est plutôt une remarque, mais vous devez le savoir également. Je pense que l'Iran a été un des premiers pays qui a adopté le Code civil. C'est le père du Shah Reza Shah qui, en 1920, voulait rompre un peu le lien qu'il y avait entre la religion et la monarchie, parce que les religieux étaient descendants des monarchistes. Et il s'est battu pour imposer ce droit et il s'est inspiré du droit civil et il l'a appliqué. Alors, je suis désolée, mais vraiment, tout ce qui est Iran, je connais très mal. Parce que c'est du coup, vu que c'est on va dire le schisme entre sunnites et chiites, moi, c'est vrai que je suis plus spécialiste du côté sunnite. Mais je sais qu'en Iran, il y a aussi des doctrines juridiques, je suppose. Mais oui, peut-être que... Je pense que oui, il y a dû avoir... un moment, ils ont dû adopter un code civil, parce que c'était à la mode, à un moment. C'est jusqu'à maintenant. Je sais que l'Oman a adopté son code... alors, ils n'appellent pas ça code civil, ils appellent ça code des transactions civiles. Mais c'est un peu le même style. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, le modèle de codification plaît. Parce que c'est cohérent, c'est rigoureux. On ne se prend pas la tête. On a un article, on regarde, on l'interprète pas. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher dans les sources, savoir ce qu'a dit un tel, ce que dit machin. Et il y a justement un débat au sein des oulémas, des savants musulmans, pour savoir si codifier était permis ou pas. Alors, je suis ni historienne ni juriste, je suis architecte en fait. Sauf que c'est juste pour amener des éléments de contexte que j'estime importants en fait. C'est que dans cette période-là, c'est à la fois l'impérialisme et la modernité. Et dans l'impérialisme, il y a du coup des communautés à la fois françaises et italiennes dans cette rive sud du bassin méditerranéen qui ont des regards impérialistes en fait sur ces territoires-là. Et en même temps, il y a ce contexte moderniste qui a impulsé les tanzimettes à la fois, mais aussi ces nouveaux codes en fait. Et donc, l'Empire ottoman, pour ne pas dire que j'entre pas dans la modernité, il va essayer de réformer ses provinces. Moi, je connais un peu plus la Tunisie, mais je pense que j'ai lu dans pas mal de lectures croisées que la Méditerranée, il faut la voir en échange de modèles, en fait. C'est que, pour ne pas dire de trop de bêtises, c'est que la première constitution en l'Empire ottoman s'est passée en Turquie, à Istanbul. La deuxième, elle est en Tunisie. Sauf que la création de la municipalité comme structure moderne, elle s'est faite à Tunis et après à Istanbul. Et dans ces va-et-vient de modèles, il y a des réformes. Du coup, moi, je me suis intéressée à l'architecture et à l'espace urbain. C'est que plein de réformes sont passées par le Caire pour arriver à Tunis.
après Alger, après. Et des réformes qui sont parties de Tunis pour passer par le Caire et arriver à Istanbul, en fait. Et du coup, je pense que le fait de contextualiser en disant, en fait, d'avoir recours à ce code-là dans un contexte de modernité, de modernisation et de système impérialiste, elle est très importante, je pense. C'est pas une question. Oui. Et en plus, je suis ni connaissante ni là. Oui, je pense que c'est sûr que les puissances européennes, en fait, elles veulent garder leurs privilèges. C'est normal, tout le monde le ferait. Et alors, en fait, moi, j'ai un peu de mal avec le concept de modernité parce que, en fait, je trouve que c'est un concept très relatif. Ça dépend du point de vue sur lequel on se place, dans lequel on se place. Et c'est pour ça que j'emploie pas trop. Mais c'est vrai, vous avez raison. L'Empire ottoman est alors affaibli quand il fait cet indimat. Il est affaibli et en plus, il est... Pardon. Il est affaibli et il est sous pression des puissances européennes. Et donc, il se dit, bon, allez, je vais faire... il faut bien que je fasse quelque chose. Et oui, vous avez tout à fait raison, oui. Et d'ailleurs, juste pour complément, dans cette logique-là, le fait de créer le conseil municipal, il était, en tout cas à Tunis, je ne connais pas, c'était l'Empire ottoman qui l'a impulsé à Tunis en se positionnant sur al-fiqh al-maliki, ça veut dire en faisant une transition souple. Et après, il y a eu une compétition entre les Britanniques, les Italiens et les Français pour créer le conseil sanitaire, après le conseil de police, et après dire, en fait, on va créer sous le titre d'hygiène, en fait, de tout ce qui est mouvement hygiéniste, pour contrôler toutes les notions de contrôle dans le slogan moderniste, en fait. Par abstraction de toute logique de code de fiqh ou de code positif sur place, en fait. C'est juste à créer... Oui, c'est vrai que là, vous parlez c'est plus ça ressort plus du droit administratif, chose dont je ne suis pas du tout spécialiste. Moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup, c'est au droit, on va dire, c'est parce que c'est la dichotomie française qui l'impose. On a séparé droit privé et droit public, c'est Napoléon. Donc moi, c'est vrai que je connais pas bien, mais c'est vrai que on peut un peu généraliser cela un peu à peu près tous les droits qui sont passés par cette région. Moi, j'ai une question sur le champ d'application de tout ce qui relève du juge du statut personnel par rapport au code civil, puisque le code civil, c'est basé sur le droit civil. Et quand on parle d'héritage, statut matrimonial, droit de succession, etc., c'est basé sur le droit civil, en fait. Et donc, quelles sont les limites, les frontières entre ce qui relève du juge du statut personnel et puis le champ d'application des deux codes que vous avez décrits pendant votre exposé, le code national et le code mixte. C'est-à-dire que ça, c'est exclu du code. Oui. Et exclu des tribunaux. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a un recouvrement quand même entre ce qui relève du juge du statut personnel et... Puisque le tronc commun, c'est le droit civil, en fait. Oui, c'est justement... Alors, le code civil, c'est le droit civil, en fait. Oui, je comprends. Qui inclut tout ce qui relève du statut personnel, en fait. Oui, alors, mais justement, ce qu'ils vont faire, c'est que tout ce qui, on va dire... C'est pour ça que le code, par exemple, je n'ai pas parlé, mais le code civil mixte et le code civil national sont beaucoup plus courts que le code Napoléon. Parce qu'ils vont enlever tout cela. Ce qu'ils vont garder, c'est les biens, les obligations, voilà, j'ai plus tout en tête, mais c'est les deux champs, on va dire. Droit commercial plutôt. Droit commercial. Alors il y a un code de commercial, mais tout ce qui est, parce que civil, c'est vraiment entre deux personnes, pas forcément, c'est pas des commerçants, par exemple, je sais pas moi. On fait un contrat, je vous donne ce livre en échange. Voilà, c'est entre des personnes civiles, des personnes. Un peu comme ce qui s'est appliqué en France, c'est-à-dire que c'est les obligations, les biens, la propriété, c'était vraiment pour des personnes, des citoyens, pas forcément des commerçants. Parce que le code de commerce, c'est un peu particulier, parce qu'il y a un code justement qui est adapté. Mais oui... donc il y a quand même une grosse partie du droit civil qui ne... Ah bah oui, c'est ce que je disais, c'est pour ça que c'était facilité. Qui échappe complètement au code national. Oui, justement, c'est pour ça que ça a été facilité, parce que imaginez venir avec des notions complètement étrangères, appliqué à des vraiment du droit très, on va dire, c'est spécial, moi le droit familial, tout ça, c'est très sensible comme matière. Donc c'est pour ça que
le code civil français a été accepté parce que c'était un droit qui posait pas trop de problèmes au niveau compatibilité et parce que c'était un droit, on va dire, c'est vraiment la grande découverte après la Révolution, c'est le code civil, qu'est-ce que c'est et comment il est structuré. Et c'est ça qui va plaire, c'est les règles générales, comment la dialectique, tout ça. C'est pour ça que, tout ce qui est statut personnel, ça reste des compétences. Alors, je vais reprendre un peu mes notes. Est-ce que ça ne représente pas finalement la majorité de la vie quotidienne des gens, finalement, tout ce qui relève du statut de juge, statut personnel? C'est tous les échanges, en fait. C'est-à-dire, dans le code civil, vous avez la partie... Oui. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Non, parce que j'ai fait ma thèse sur le droit égyptien et j'ai travaillé sur les tribunaux mixtes. Ah oui, génial. Et toute la réforme de 1875. Non, mais c'est pour répondre à monsieur. Et donc, je suis désolée d'être en retard parce que je suis également avocate. Bonjour. Et je m'occupe des réfugiés. Je peux vous dire qu'en ce moment, nous sommes... voilà. Donc j'ai fait mon doctorat. Je me présente, Isabelle Landrevie. Je suis très, très contente de voir que des juristes s'intéressent à la réception du droit civil dans le monde arabe, qui a rayonné, donc je ne vais pas refaire votre thèse, dans toute la Méditerranée depuis le 19e siècle. Donc avec les réformes, vous avez dû en parler, de Mohamed Ali, puisqu'il y a eu des premiers tribunaux, les Majalis al-Tujar, des tribunaux de commerce. Dans tous les détails. Voilà, oui, mais c'est à replacer dans toute la réception du droit civil, d'abord commercial, effectivement, mais aussi dans un empire ottoman qui reçoit aussi le droit français. Alors, sur l'Égypte plus particulièrement, il y avait des tribunaux mixtes qui donc ont été inaugurés en 1875 sous Noubar Pacha Ismaïl, et des tribunaux dits nationaux, mais en fait créés par les Britanniques. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire de la réception du droit français dans une Égypte colonisée par les Britanniques, c'est qu'en fait, c'est le droit français de type continental qui s'est imposé en Égypte malgré la présence britannique. Et pour moi, vous êtes sûrement parti, j'ai vu un peu vos travaux, plutôt du droit privé, puisque du droit commercial. Moi qui avais une formation plutôt de publiciste, de droit public, je me suis intéressée à la jurisprudence. Donc des tribunaux mixtes et des tribunaux dits nationaux qui, entre donc 1875 et 1883, ont permis cet enracinement de la culture juridique française dans un pays qui, au départ, était plutôt gouverné par des normes donc différentes de la tradition ottomane et islamique, et ensuite britannique avec quand même de la réception du common law. Mais cette période-là est intéressante parce que par la pratique judiciaire, en fait, on peut remarquer qu'il y a effectivement, comme dit monsieur, parfois des questions aussi de statut personnel qui se posent quand même, par exemple dans des questions de transmission de biens, les notions de waqf, de awqaf, on peut avoir des litiges, et en fait, moi ce que j'ai remarqué dans ces tribunaux mixtes, par exemple, ils avaient à gérer parfois des questions de statut personnel, mais de manière, on peut dire, on dirait en droit pratique, incidente, hein. Ça posait des conflits de tribunaux, de juridictions, des conflits de normes. Et en fait, ce que moi j'ai remarqué, mais que c'est un peu compliqué à démontrer, c'est que ces tribunaux ont été aussi influencés par la jurisprudence de l'Algérie de l'époque coloniale, parce que, en fait, dans ce monde méditerranéen, malgré la colonisation, ça circulait. Pour quelles raisons? C'est-à-dire que pendant que les Français étaient en Algérie, les premiers, on va dire, colons on peut dire à faire appliquer le droit français, ils ont imposé aussi on va dire ils ont modifié le statut personnel ou le droit concernant les musulmans, et il y a toute une jurisprudence qui a été utilisée par les tribunaux mixtes d'Égypte, parce qu'on envoyait aussi dans ces tribunaux des Européens, des juristes, qui créaient aussi des revues internationales et qui s'intéressaient à ce qui se passait dans l'Algérie coloniale. Et vous aviez aussi en Égypte, du fait d'une internationalisation du pays avec le canal de Suez, avec aussi toute la volonté des rois depuis Mohamed Ali d'ouvrir le pays qui était devenu plus riche que l'Empire ottoman, enfin une des provinces les plus riches de l'Empire ottoman. Vous avez
Donc, énormément d'étudiants, que j'appelle moi les étudiants, les juristes voyageurs, en fait, moyen-orientaux, donc les Syro-Libanais, qui faisaient leurs études à l'université qui est devenue l'université Saint-Joseph, mais qui à l'époque était qu'une école de droit créée par des Français, mais en s'appuyant sur les chrétiens, notamment maronites libanais. Et donc, vous avez des étudiants syro-libanais qui passaient par Beyrouth, et puis aussi, au moment où la fin du 19e, là on peut dire les années 1860 à 1880, vous avez une Égypte qui, sur le plan commercial, avec le canal de Suez, fait venir énormément d'Ottomans, parce qu'il n'y a pas de frontières à ce moment-là. Donc vous avez énormément d'Ottomans. Moi, j'avais consulté les archives de la famille Eddé au Liban. Oui, je vais raccourcir pour vous dire que ça circule. Certains faisaient leurs études aussi au Caire, à l'école de droit qui est devenue ensuite, pendant l'entre-deux-guerres, l'université du Caire, avant d'être l'école Khedivial. Donc vous aviez en fait une circulation des idées, du droit, et une pratique du droit qui fait que les tribunaux, s'il y avait des conflits entre les tribunaux, parfois vous aviez des questions et des affaires qui concernaient le statut personnel. Donc je crois qu'à partir de la pratique des tribunaux mixtes, on peut démontrer qu'il y a eu aussi une réinvention du droit qu'on appelle aujourd'hui musulman, de par cette pratique et de cette codification, mais surtout de l'interprétation, et ça c'est ça le droit. Ce ne sont pas que des normes et des lois, mais elles doivent être interprétées par les avocats, par les juges et par tous ceux qui amènent les affaires et les litiges devant les tribunaux. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un droit qui à la fois rayonne, je pense, pas parce qu'il est imposé par les Français, mais surtout parce qu'il y a une demande locale, internationale, et que pour moi, après ça pourrait le discuter, il y a une réception, en tout cas pour l'Égypte, qui est volontaire, dans le sens où vous avez des acteurs qui circulent, parce que l'Égypte a une place tout à fait particulière dans cette Méditerranée coloniale. Voilà. Merci. C'est très gentil. Enfin, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que comme l'intervention était assez courte, je ne pouvais pas rentrer dans tous les détails. C'est vrai que c'était compliqué, hein. Mais voilà. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que l'Égypte, c'est pour ça que j'ai choisi l'Égypte, parce que c'est là où on va avoir un rayonnement vraiment très important. Non, je pense que si le sujet n'est pas épuisé, bien entendu, on est loin de ça, mais je pense on peut remercier notre conférencière. Vous avez une question encore? Il y a encore une question. C'est pas tout à fait épuisé. Voilà, excusez-moi je parle pas du tout l'arabe. Je voulais en savoir un peu plus sur vous avez nommé le FAC et le FIC. J'ai pas très bien compris ce que c'était. Ce sont des lois statut personnel. Alors en fait, le FIC, ce que j'expliquais, c'est que ce qu'on appelle par droit musulman, en fait, c'est le fiqh en arabe. Mais comme je vous le disais, l'expression droit musulman est très maladroite, parce que quand on parle de droit musulman, c'est des doctrines en fait juridiques. C'est pas du tout le droit comme on pense, la loi qui va donner un article et puis après le juge va interpréter. Le fiqh, en fait, c'est des doctrines juridiques qui vont être interprétées et appliquées par des savants, les oulémas, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit ne vient pas des gouvernants. Ça vient des savants. Et c'est des interprétations qu'on va faire. Alors, moi, justiciable, je vais aller voir ce savant-là parce que j'estime que son interprétation est conforme à ce que je voudrais. Mais ça peut, voilà, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est une sorte de millefeuille, en fait. Alors, Ah oui, alors... En fait, c'est ça, pour être plus simple, est-ce que c'est la charia ou pas, finalement? Alors, c'est un débat. QH, pardon. Le waqf, c'est une donation
oui, c'est ça. C'est une donation c'est une sorte de donation alors que je retrouve la définition. Voilà, donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou de charité. C'est une donation inconnue en droit français. On ne connaît pas cette sorte de type de donation. C'est pour ça qu'on appelle le waqf. C'était une pratique récurrente. WAQF. Je vous donne la translittération de ce que je peux. Oui. Et en arabe, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le waw, le kaf et le fa. Oui, non, juste une précision concernant d'abord le fiqh. En fait, c'est un ensemble de jurisprudence. En fait, c'est pas forcément uniquement la doctrine, parce que dans le droit musulman, la doctrine est peu de choses en fait. En réalité, c'est la jurisprudence, le fiqh. C'est-à-dire, comme vous dites, les millefeuilles, c'est-à-dire au fur et à mesure que les temps avancent, en fait, chacun vient et superposer justement cette interprétation, et c'est comme ça que le fiqh en fait prend corps. Donc là, c'est ça. Il n'y a pas de loi effectivement détaillée comme, je sais pas moi, le code de travail avec 2000 articles, etc. Ça n'existe pas. Il y a par contre la jurisprudence, c'est-à-dire la tradition, et on fait référence et on avance au fur et à mesure. Quand on prend une décision, on va jusqu'à l'époque du prophète, c'est-à-dire jusqu'au Coran. C'est ça la jurisprudence. Et on prend des arguments dans le hadith, dans le Coran et dans la pratique, selon évidemment l'école juridique, oui, évidemment, puisque chacun va selon l'école juridique. Justement, en fait, quand je dis doctrine juridique, pour moi, c'est le mazhab. Oui, voilà. Donc parce que c'est pas vraiment une école. C'est ça, en fait, que c'est compliqué. On a traduit par école juridique, mais je trouve que c'est pas vraiment ça. Parce que mazhab, c'est une sorte de tradition de pensée juridique. Oui, donc, voilà. Pour moi, c'est doctrine parce que c'est vraiment voilà, on pense comme ça. Et justement, à l'intérieur de la doctrine, c'est de la jurisprudence, bien sûr. C'est pas que, enfin, je vois ce que vous voulez dire. C'est de la jurisprudence qui va former le espèce de millefeuille qui s'appelle fiqh. Ouais, d'accord, très bien. Juste pour répondre alors sur la charia. Alors, ce qui est compliqué, c'est que enfin, je vais essayer de retrouver un peu ce que j'ai travaillé parce que c'est longtemps que j'ai pas bossé dessus, mais pour moi, en fait, justement, ce qu'on appelle charia, ça concerne vraiment que deux choses, le Coran et la Sunna. Mais c'est pas du droit. Dans le Coran, il n'y a que 6000 versets juridiques, c'est rien. Non, mais c'est très peu, je veux dire, pour régir toute une vie juridique pendant je ne sais pas combien de temps, c'est très peu. Donc le fiqh, en fait, c'est ça qui va être appliqué. C'est pas justement la charia. La charia, c'est des textes sources à lesquels on se réfère, mais c'est en aucun cas tel quel que ça va être appliqué, parce que au niveau juridique, il y a vraiment, il y a pas grand-chose, quoi. On peut pas régir toute une société de je ne sais pas combien de millions de personnes sur une aire géographique vaste. Que par la charia. Et dans les sources religieuses, il n'y a pas que le Coran, il y a aussi des interprétations du Coran. Oui, mais alors justement, c'est un débat parce que justement, comme je disais, pour moi, c'est pas vraiment. Certains disent d'ailleurs que c'est le plus important, ce sont les interprétations du Coran qui sont plus utilisées que le Coran. S'il vous plaît, il vaut mieux éviter ce cas parce que je vous renvoie à 3 livres. Le Coran décrypté, le chef des tribus, je crois, et les 3 piliers de l'islam de Madame Chabi. Vous verrez que ces doctrines ne sont pas nées avec le prophète de l'islam, elles sont nées avec la conquête et sous les empires. Donc là, c'est un autre sujet qui mérite toute une université populaire. Non, mais tout ce qui est dans les doctrines, les écoles juridiques, c'est une construction des empires et qui reflète les différentes positions entre les empires du Moyen-Orient, du Maghreb. Je crois que là, on est en train de pénétrer dans du sable mouvant. Non, mais le droit se base sur plusieurs sources, comme on l'a vu. Donc il y a le Coran, plus d'autres textes qui sont basés sur effectivement l'histoire de chaque peuple,
qui sont la somme des interprétations accumulées au fil des siècles depuis la rédaction du Coran, quoi. Comme je vous le dis, le Coran lui-même... Comme toutes les civilisations, d'ailleurs, ça vit en permanence. Oui, mais le Coran lui-même n'est pas du tout juridique. C'est ça, en fait. C'est que ça va être créé, en fait. Donc, mais bon, mais c'est vrai qu'il y a débat. Je ne vais pas non plus... Alors, très rapidement, si je peux apporter juste quelque chose, étant aussi historienne du droit, je crois que quand on aborde le monde arabe, et malheureusement, ça commence à venir, notamment au Maroc, et je crois au Maghreb... surtout, mais ailleurs, il n'y a pas d'histoire du droit qui est vraiment enseignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire du droit critique. C'est assez récent en Europe aussi, ça date du 19e siècle, et donc tout est reconstruit. Mais on ne peut pas mélanger les périodes. C'est-à-dire, si on parle de l'Égypte du 19e, il ne faut pas aller chercher toujours des références au Coran ou à l'époque du prophète ou au Moyen-Âge. Vous avez des spécialistes de l'époque médiévale comme en histoire du droit en France. Vous avez des spécialistes de l'époque du 18e, des spécialistes du 19e. Il en faudrait, parce que pour moi, la grande césure pour le monde arabe, comme beaucoup d'autres peuples qui ont été aussi colonisés, mais qui ont reçu la culture européenne, c'est-à-dire que le 19e siècle fait qu'il y a une rupture épistémologique, mais aussi des nouvelles écoles. Vous avez à ce moment-là, fin 19e, des avocats, ça n'existait pas avant le 19e siècle dans le monde arabe, des avocats, des magistrats qui sortent d'un autre système juridique, d'un autre système éducatif. Donc il faudrait surtout ne pas travailler sur des très longues périodes, quand on travaille sur un autre pays, et notamment étranger, ou comme l'Égypte, et remettre en contexte historique. L'Égypte de cette époque, ce n'est pas l'Égypte de Sisi aujourd'hui. Donc il faut d'abord connaître l'histoire du 19e, voilà, c'est tout. Et après, vous verrez que le droit, il y a du droit dans tout. Vous avez des commerçants qui ont des problèmes et ils cherchent un tribunal. Vous avez des civils, enfin, qui ne sont pas commerçants, mais qui veulent résoudre leurs problèmes familiaux. Et le problème du 19e et de l'époque britannique, c'est que vous avez un conflit de lois, un conflit de normes, des codes différents, mais finalement ayant la même inspiration, donc d'origine française, adaptée au contexte égyptien, dans un empire ottoman qui va disparaître, mais qui quand même permet de comprendre qu'il y a des liens entre les Ottomans, et pendant la période coloniale. Donc n'oublions pas non plus l'impact de la colonisation. Donc vous voyez plusieurs... donc ça fait un tableau très complexe. Bon, merci à ce débat très passionné.